Salut Hello, Alain, comment ça va? ça va et toi? On est à Vivatech 2026. Ouais, Vivatech 2026, ouais. Du coup, tu as été mis à l'honneur. Bah écoute, ouais, c'est chouette. On a présenté du coup le Celestory Cube qui est le mini serveur IA, la boîte IA souveraine, voilà. Et on a gagné le challenge Innove Ultramarine. De France Travail. De France Travail, voilà, donc c'est la République française qui met en avant les talents du coup ultramarins, en Guyane, et c'est important, les Antilles-Guyane, de pouvoir développer ses propres solutions, parce qu'il y a des fonctionnalités, on va dire des choses spécifiques au territoire qu'il faut prendre en compte. Toi, tu es un des projets les plus impactants quand même sur l'IA en termes ultramarins, mais même en termes national, voire international, hein, en fin de compte. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des outils comme Mistral qui permettent de faire de l'IA souveraine. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas forcément comment l'utiliser pour soi. En gros, il y a deux types d'intelligence artificielle. Tu as les intelligences artificielles qui sont propriétaires, comme ChatGPT ou Claude, qui a récemment débranché pour le meilleur des modèles le président Donald Trump. Et donc, ça fait prendre conscience à tout le monde qu'il faut développer de l'IA souveraine. Le problème, c'est que Mistral, si on veut télécharger Mistral, ça demande beaucoup de puissance informatique. Et c'est des choses qui ne sont pas utilisables à travers des ordinateurs de bureau ou des téléphones classiques. Et donc, du coup, il faut avoir un réceptacle, une boîte qui a la puissance informatique nécessaire et qui permet de partager cette puissance, donc qui permet donc à des téléphones, à des ordinateurs d'une équipe, et bien de l'utiliser. Et c'est ce qui va te permettre de mettre toutes tes données en toute confidentialité. Tu sais que l'IA sera en silo, enfermé, protégé, même des coupures de courant. Tu vois. C'est-à-dire, sans Wi-Fi, tu peux utiliser ton IA ou un LLM en local, quoi. Exactement, sans Internet, tu peux fonctionner sur batterie aussi, donc c'est très résilient. Mais comment tu fais pour les mises à jour IA? Ah, très bonne question. En fait, tu as ce qu'on appelle des modèles de fondation. Donc les modèles de fondation, ça va être proposé par un fournisseur, comme par exemple Mistral. Et en fait, tu as plein de différentes variations de modèles. Tu vois, c'est un peu comme les voitures. Tu as les voitures moins puissantes, moyennes puissantes et très puissantes. Et par exemple, tu as Ministral, tu as Mistral small, medium, large, etc. Et chaque modèle a différentes mises à jour qu'ils vont sortir. Et ces mises à jour vont récupérer, en fait, ça va condenser les données d'Internet qui ont été collectées à un moment donné. Et donc, du coup, si tu veux l'utiliser et le mettre à jour, tu peux simplement télécharger le nouveau modèle, comme tu téléchargerais une mise à jour d'une application sur l'App Store. Ça veut dire que si je suis une entreprise, j'utilise le modèle qui me convient et j'ai plus besoin de revenir dessus ou de m'inquiéter des mises à jour. Exactement, c'est vraiment, tu as l'IA illimitée, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est tout ce qu'on apprend dans les formations IA, notamment celles qu'on fait chez OIDA et Neos, c'est comment faire ta propre IA, comment entraîner ton IA avec tes propres données. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a jamais pensé, les entreprises ou les organisations n'ont jamais pensé à faire, si tu veux, des outils d'entraînement pour les IA, parce que simplement, ça n'existait pas. Et souvent, les procédures, c'est-à-dire où aller chercher l'information, comment réfléchir à ça, comment le faire de façon automatisée, Qu'est-ce que tu appelles les pas. outils d'entraînement? Alors, les outils d'entraînement, le premier outil pour entraîner son IA, c'est de développer des contextes. Du contexte, c'est quoi? C'est de développer des prompts. Donc, c'est l'art du prompting. Donc, le prompting, c'est la requête, comment tu demandes des choses à l'IA. C'est gérer aussi toutes les compétences IA. Les compétences IA, ce qu'on appelle en anglais des skills, c'est en fait ce que l'IA va connaître comme procédure de son entreprise. Et en fait, si tu dis à ton entreprise, je sais pas, toi tu fais par exemple de l'octroi de mer, par exemple, c'est quelque chose que l'IA générique ne va pas forcément connaître, mais toi tu le fais d'une certaine façon. Eh bien, tu peux entraîner ton IA pour le faire. Et si après, tu entraînes ton IA sur tes produits, tes services, tes équipes, bref, tes données personnelles, plus elle va connaître des choses de toi, plus elle pourra être pertinente. Alors, ça me fait penser en fait à tous les stagiaires qu'on va avoir là dans la nouvelle session. Ils sont tous très orientés assistants IA, liés à leur entreprise. Tu vois, que ce soit
comptable, administratif, réponse aux appels d'offres, etc. Et après, tu as tous ceux, les opérationnels. C'est-à-dire réseau de détection des sols, par exemple, ou maîtrise d'ouvrage. On a même eu un maîtrise d'ouvrage spécial ascenseur. Mais tout ce qui est ressorti, bon, il y en a qui veulent faire des chatbots, il y en a qui veulent faire des applications. Mais là, il y en a beaucoup qui voulaient des assistants IA, quoi. Tu vois ? Bah, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que si elles se mettent à l'IA, elles peuvent se créer comme des collègues virtuels, comme des assistants virtuels, ce qu'on appelle des agents IA, qui vont être spécialisés dans un domaine. C'est comme un stagiaire omniscient. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont jamais un employé. Ça remplace l'employé. Oui. Alors, si tu veux, la différence, c'est que quand tu es dans une petite équipe, tu as beaucoup d'interactions et d'apprentissage qui se fait au contact du reste de l'équipe. Or, une IA, elle n'a pas cette historique-là. Et souvent, la plupart des intelligences artificielles, elles partent de zéro, c'est-à-dire qu'elles ont quelque chose de très générique. Et c'est pour ça qu'il faut le personnaliser. Mais si tu veux, il y a beaucoup de culture de l'entreprise, d'informations sur les process de l'entreprise qui n'ont jamais été posées sur le papier parce que ça aurait été le cas si l'entreprise devait recruter 100 personnes d'un coup. Le process, c'est la grosse question et c'est ça qui va faire que ton entreprise se développe, se scale, etc., quoi. Exactement. C'est que, en fait, ça force les gens à réfléchir comme s'ils avaient 100 personnes qui arrivaient d'un coup. Et c'est ce process-là qu'il faut apprendre, et c'est ce qu'on apprend dans la formation Oidaneos, justement pour se mettre à l'IA, mais ne pas rester sur de l'IA générique, mais aller en libérer la pleine puissance. Et ça, c'est très important de le faire avec une IA qu'on contrôle, qu'on maîtrise et souveraine du coup. C'est vrai, alors l'assertif qu'on travaille, c'est concevoir et implémenter une solution IA, orientée IT, donc informaticien, voire après data ou data scientist. Chose qu'on commence à faire, on est les premiers à le faire. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant dans le programme de la formation ? On a vu qu'au départ, on avait un public très précis, d'informaticiens, niveau master, etc. Et on a vu que petit à petit, on a eu d'autres publics qui sont rentrés, et notamment les décideurs, les dirigeants, les publics de non-codeurs. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, sur ce public-là ? Parce que ce qu'on remarque, c'est que les développeurs ont été peut-être les premiers, voire ceux qui ont été très impactés par l'IA et qui ont peur un peu de perdre leur job. En fait, ça chamboule tout. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que l'intelligence artificielle parle le langage humain. Or, de l'IA, c'est du code informatique. Ça veut dire que toi, avec juste du français, tu es capable de créer du code informatique. Donc forcément, ça veut dire que tout le monde peut avoir les super pouvoirs du développement informatique. Et tu vois, dans la formation, on apprend à utiliser l'IA pour faire des solutions IA. Et c'est quoi une solution IA ? C'est pas juste discuter avec tes documents personnels. Ça veut dire créer un chatbot, créer une application, créer un site internet intelligent ou des outils internes intelligents que non seulement tu vas pouvoir utiliser toi, mais que tu vas même proposer, par exemple, à tes clients. Donc, ça veut dire que tu peux aussi transformer ton expertise en produit, en service monétisable qui tournera 24 heures sur 24. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Et aujourd'hui, tu peux être tout seul, même en tant que chef d'entreprise ou chef d'un département, et te dire, je vais transformer mon département, mon unité, en unité spécialiste d'IA, même sans être développeur. Et évidemment, si tu as les connaissances du développement, ou du digital, eh bien, tu vas aller encore plus vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec notre formation qui se veut assez vulgarisatrice et très concrète, démocratisante. Démocratisante, et à la fin, c'est très concret parce que chacun repart avec sa solution IA. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vient là avec un cas pratique, qu'on présente à un jury, jury Atlas, jury Oidaneos, et en fait tu fais une pierre deux coups. C'est-à-dire que tu certifies, tu montes en compétences et tu as mis en place une solution pour ta boîte. Donc ça c'est génial. J'ai eu un jury une fois qui a été déstabilisé, parce que c'était un développeur Mistral, et qui a vu qu'on avait aussi des publics qui n'étaient pas des développeurs, et par rapport aux compétences, ça l'a un peu déstabilisé. Et d'où ce que je te disais, que l'IA est en train de tout modifier, quoi, en fin de compte. Parce qu'on se retrouve avec les compétences de développeurs, des compétences qu'on ne pouvait pas imaginer, et que c'est accessible, en fin de compte. Et du coup, ça bouge tout le business. Et c'est ça, il faut se dire que maintenant, les super pouvoirs, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour soi.
Donc c'est pour ça qu'il faut se former et il faut pouvoir acquérir cette compétence qui va se répandre comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, les gens ne vont pas se faire remplacer par les IA, ils vont se faire remplacer par d'autres personnes, peut-être des concurrents, qui eux se mettent à l'IA. Et c'est ça la grande différence. Donc on a les moyens de le faire en France. La formation, le matériel, la technologie. Ce qu'il faut, c'est s'y mettre et pouvoir entrer dans une nouvelle ère tous ensemble. Moi, ce que j'encourage, c'est tous ceux qui sont bureaux d'études, qui peuvent être branche collective Syntech, qu'ils adhèrent à Atlas. Parce que pour quelques centaines d'euros, ils ont des milliers d'euros de formation, de certification. Certification qui est à France Compétences. Le gros sujet, des certifs, des financements, etc. Et continuer comme ça, quoi. Bah oui, enfin, franchement, aujourd'hui, il y a des financements pour faire des formations complètes et repartir avec non seulement un savoir qui va durer dans le temps, puisque c'est une nouvelle manière de penser, et tu as fait aussi la formation, et on a compris ensemble… Ça a changé mon business. Hein. Est-ce que ça a changé ta vision de l'IA? Oui, c'est-à-dire que j'ai acquis les compétences, j'ai mis en place des bases de données. La base de données m'a permis de faire du CRM. Le CRM, du coup, je mets tout ce qui est commercial. J'ai mis mes équipes dessus, donc elles travaillent les bases de données, que ce soit sur Airtable, sur Baserow. Et après, on a eu les solutions. Donc, on a ta plateforme technique pour mettre en place la solution. Et après, on voit en fait qu'on peut faire des tonnes de choses. Donc après, ça va impacter. Tu vas devoir peut-être dire à tes collègues, j'ai un collègue que je vais peut-être mettre sur cette partie, cette branche du métier. Donc tu peux toujours aller plus loin et c'est ça qui est intéressant dans la dynamique du parcours. Parce que c'est un parcours IA en fait où on a 3 formations à l'intérieur. Donc du coup, qu'on commence par le IT, qu'ensuite on aille sur le data, au final, moi je me retrouve à re-questionner tout le Airtable que j'ai, tout le data. C'est-à-dire, mais maintenant j'ai beaucoup d'informations, comment je le retraite, comment je vais l'utiliser pour mes clients. Et c'est ça le plus important. Des fois, je fais des démos où je dis, voilà le Airtable que j'ai fait. Voilà, et voici votre nom, le prospect entreprise. C'est comme ça que je vous ai contacté. Et regardez, là, il y a un chatbot. Le chatbot, il y a ma base de données. Ça s'alimente, ça tourne. Et ça s'est fait assez facilement. Il y en a beaucoup qui ne me croient pas que tout ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a du financement, qu'il y a de la montée en compétences, qu'il y a de mise en place de solutions. Et c'est comme, en fait, c'est les stories, il y a tout qui est allé très vite d'un coup, en fait. Tu vois, tout s'est mis à jour. Et la peur aussi que j'ai eu des prospects, et on en avait parlé, c'est les clients me disent, il y a des mises à jour tout le temps, moi je ne peux pas me positionner tout le temps sur des nouvelles mises à jour, qu'est-ce que je fais? Et on a eu ce problème-là en fait sur la formation. C'est-à-dire que et tous les gens qui sont dans la formation ont ce problème-là, c'est-à-dire que tes contenus doivent être mis à jour, c'est vrai. Mais tu as quand même un socle. Et nous, on se base sur ce socle et en plus, on donne les mises à jour en fonction, on fait ce travail-là pour être toujours en veille, quoi. C'est ça. Chaque semaine, on faisait des veilles sur les nouvelles sorties de l'intelligence artificielle. On voyait comment on pouvait les intégrer. Mais ce qui est intéressant, c'est on est reparti aussi du début. On est aussi reparti de l'histoire de l'intelligence artificielle. Comment elle s'est créée. Et toi, entre l'utilisation que tu avais de l'IA classique avant et maintenant, quelle a été ta vision qui a changé? La maîtrise des LLM. Donc, large language model, les grands modèles de langage. De pouvoir tous les utiliser, de se dire, je vois que celui-là me correspond plus, ou déjà ça. Partie prompting, véritable prompting, pas juste se dire, je vais discuter un peu, d'essayer de vraiment préciser les choses. On voit que le prompting, c'est tout, en fait, en fin de compte, de bien le faire. Et après, il y a la question qui revient tout le temps, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'exemple qu'on a eu là avec Claude? On se dit, là, on a quand même un enjeu géopolitique. Ça se ferme, c'est des abonnements qu'on prend, on a appris à travailler, mais c'est pareil pour tout. C'est-à-dire, si tes messageries, si tes hébergeurs, c'est américain et que ça ferme, ou que tes données, elles fuitent et qu'ils peuvent prendre tes codes carte bleue ou avoir accès. Voilà, tout ça, c'est à penser. Et du coup, il faut que tu m'expliques comment je peux mettre le cube chez moi. Parce que moi, je suis en Guadeloupe, dans un endroit un peu reculé, tu vois, dans la Canne à Saint-François. Et c'est vrai que si tu as ton serveur chez toi qui fonctionne sans Internet, que tu as mis le bon modèle qui te correspond, faut que j'ai ça rapidement chez moi, quoi. Eh ben écoute, on va te l'apporter avec plaisir. Et tu pourras te mettre aussi à l'IA souveraine. En tout cas, merci pour cet échange.
Et Ouais. puis on le continue. Est-ce que tu aurais un mot par rapport aux Antilles-Guyane, l'impact de l'IA et de la formation sur les Antilles-Guyane? Parce que bon, nous on y est tout le temps. Toi, Ouais. tu es à la base spatiale à Kourou, moi je suis en Guadeloupe, on fait des allers-retours en Martinique et tout. Mais toi, quelle est ta vision là-dessus par rapport aux certifications, par rapport aux compétences, par rapport aux cubes? Moi, je pense que dans les Antilles-Guyane, il y a un potentiel qui est absolument monstrueux parce qu'il y a une jeunesse aussi qui est extrêmement présente. Nous, il y a des villes en Guyane où plus de la moitié des gens ont moins de 20 ans. Donc, c'est très, très important. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément d'école d'ingénieurs qui apprend à utiliser l'intelligence artificielle. Et pourtant, on voit que sur une population plus jeune, il y a 100% d'adoption. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a toute une approche à réfléchir de l'emploi, de la formation des gens qui sont disposés à cela, mais qui, si on ne leur dit pas comment en libérer le plein potentiel, vont rester un petit peu comme sur une voiture à la première vitesse, et c'est tout, alors qu'ils pourraient faire énormément de choses. Donc déjà, je pense qu'il y a un vivier de talent sur lequel dont il faut libérer le potentiel. Deuxièmement, il y a plein de processus en Guyane et dans les Antilles qui sont spécifiques par rapport à la métropole, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de l'administratif, comment on fait du commercial, des choses comme ça. Et tout ça, toutes ces connaissances-là, aujourd'hui, sont rarement retranscrites dans de l'état de l'art sur lequel pourraient s'entraîner des IA génériques, tu vois. Et donc, du coup, il y a énormément de choses à personnaliser, à transposer dans des IA spécifiquement dédiées pour les Antilles-Guyane. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. On devient de plus en plus des entrepreneurs en France. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise, donc moins de salariés, c'est ce qui est en train de se passer au niveau sociétal. Et du coup, qu'il y ait l'IA comme ça va ouvrir énormément de portes à tout le monde. Les ultramarins, Antilles-Guyane ou autres, sont très entrepreneurs dans l'âme. Et c'est ça qu'il faut encourager, parce que comme tu as vu à Innovation Outre-mer, on n'est pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de projets à potentiel qui se démarquent. Et c'est un peu ça aussi, le troisième sujet, c'est vraiment du partage, de l'inspiration, de la formation aussi, qui est très importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Ils n'en ont pas du tout la moindre idée. Ils ne savent pas qu'ils peuvent créer toute une société, des services, être rentables, même en étant tout seul. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de la Startup Nation à la Solo Nation. C'est-à-dire que tout seul, je peux me créer mes collaborateurs virtuels et avoir beaucoup plus de productivité. Et on a la chance dans les Antilles-Guyane d'être déjà ouvert à l'international et déjà de penser les choses de façon plus globale. Et donc du coup, il faut continuer cette pensée-là. On a de la chance de pouvoir le faire par exemple en Guyane dans de nombreuses langues, du portugais, de l'espagnol, etc. On est sur le fuseau horaire des Amériques. Donc il faut utiliser tous ces avantages qu'on a pour faire des services qui sont tout de suite ouverts vers le monde. Donc il y a plein de choses à faire. Il faut le faire. Il faut aussi montrer qu'on peut le faire parce que tout ce qu'on va utiliser, par exemple si on développe des compétences pour l'intelligence artificielle, un entraînement spécifique, eh bien on peut le partager à d'autres organisations aussi dans les Antilles-Guyane. Donc on peut créer en fait une bibliothèque de savoir et une bibliothèque d'entraînement, si tu veux, d'IA entraînée spéciale pour les Antilles-Guyane. Et il y a toute une communauté à développer chez nous. Écoute, merci Pierre. Merci à toi Alain. Et puis bon salon à Vivatech, pas mal de rendez-vous. Ouais, j'espère qu'on sera là l'an prochain, un peu plus sérieusement. Plus de concours, plus de rendez-vous, mais c'était déjà bien de connaître. Et il faut qu'il y ait ces initiatives-là qui se redéveloppent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, parce qu'on s'est connus à Caribbean Innovation Days en Guadeloupe en décembre dernier. C'est ça. Et on a commencé à bosser tout de suite, quoi. Et c'est ça, c'est la beauté d'avancer vite. On est rapide, on est flexible. Maintenant, on a plein d'IA, donc rien ne nous empêche d'avancer. Donc faisons-le ensemble avec plaisir. Et à bientôt. Salut Alain. Yes.